C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session d'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. Séance plénière ce lundi à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné la proposition de loi portant cadre juridique, partenariat public-privé au Bénin. Nous en parlerons dans ce journal. Que faire pour améliorer les différents taux de réussite obtenus à l'issue des précédents examens nationaux, notamment en 2016? C'est une question à laquelle ont répondu apprenants, enseignants et parents une semaine après la reprise des cours. Les détails dans un instant. La chancelière allemande Angela Merkel est en visite sur le continent, une tournée africaine axée sur la crise migratoire qui va la conduire après le Mali, au Niger et en Éthiopie. Voilà pour le sommaire de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir une fois encore. Merci de votre fidélité à Eden TV. Bienvenue dans ce journal. Démarrons par les nouvelles de l'Assemblée nationale où les députés ont effectué une séance plénière ce lundi. Au cours de la dite séance, ils ont examiné le premier point de l'ordre du jour, à savoir la proposition de loi portant cadre juridique, partenariat public-privé. Après le rapport de la commission du plan, les députés sont intervenus dans le débat général pour exprimer leur point de vue avant d'aborder l'étape de l'étude article par article. Au total, 5 titres à examiner pour finaliser la loi sur le partenariat public-privé. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Amel Didier Roupe Noudji. Parlons éducation à présent. Le journal des étudiants Le Héros a procédé ce lundi au lancement de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées du Bénin. Cette plateforme est un outil mis à la disposition des nouveaux bacheliers pour faciliter le choix de formation au niveau des centres de formation publics et privés de notre pays et la mise à leur disposition des bourses de formation. Le point avec Laurent Toneinkes, Ibrahim Orunam et Damien Pedro. L'étudiant béninois et le projet professionnel personnel, c'est le thème au cœur du lancement de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées. Cette initiative vient remplacer la journée d'orientation organisée depuis 2006 par le journal des étudiants Le Héros. Nous avons remarqué qu'après l'obtention du premier diplôme universitaire qui est le baccalauréat, les étudiants se dirigent en masse vers des formations qui ne sont pas pourvoyeurs d'emploi dans des secteurs saturés. L'objectif de cette plateforme est d'aider les nouveaux bacheliers et les étudiants à connaître les secteurs pourvoyeurs d'emploi et de devises, mais aussi à connaître les critères pour une bonne orientation. L'orientation des jeunes bacheliers et des étudiants constitue une préoccupation majeure de l'Agence nationale pour l'emploi. De ce fait, elle devrait entrer en ligne de compte des réformes envisagées à court terme par le directeur de l'ANPE. Les changements notoires vont intervenir dans les programmes de l'ANPE. Ces changements, l'un de ces changements fondamentaux seront axés sur l'orientation, parce que nous avons compris qu'il faut vous orienter, qu'il faut vous dire les opportunités qu'il y a avant que vous ne vous engagiez dans le choix des options de formation. Et nous allons donc ouvrir un département sur l'orientation qui viendra régulièrement ici à l'université et dans les autres également pour parler avec les jeunes bacheliers, pour parler avec les étudiants du choix des options de formation afin qu'ils soient suffisamment informés. Parce que seul celui qui est informé peut prendre de bonnes décisions. Lorsqu'on n'est pas informé, la mise en place de la plateforme d'orientation et d'information sur les universités publiques et privées, appréciée à juste titre par les jeunes bacheliers, sera accompagnée par les autorités rectorales qui, visiblement, sont disposées à aider les étudiants à mieux trouver leur voie. Cette première édition d'installation d'une plateforme d'orientation et d'information des étudiants est bienvenue dans notre université et ne peut être accompagné par le rectorat. Au cours des activités de cette plateforme, des guides d'orientation et des bourses de formation dans les universités privées seront mises à la disposition des nouveaux bacheliers.
Restons toujours dans le secteur de l'éducation où la rentrée scolaire a démarré officiellement depuis le lundi 3 octobre dernier sur toute l'étendue du territoire. Élèves écoliers ont donc retrouvé le chemin des classes avec en tête un seul objectif, travailler afin de passer en classe supérieure et réussir aux examens de fin d'année. Mais une interrogation taraude les esprits. Que faire pour améliorer les différents taux de réussite obtenus à l'issue des précédents examens nationaux, notamment en 2016? Ibrahim Ourounam et Damien Pedro se sont intéressés à la question. Voici leur reportage. Je m'appelle Somadago Fiacre. Fiacre est élève au CM2, cours moyen 2e année au complexe scolaire Bégamé Sud. Fini les vacances, c'est désormais la rentrée, place au travail et Fiacre se dit confiant. Oui, je suis prêt pour avoir le CP. Comme lui, ils sont nombreux à être conscients du faible taux de réussite obtenu aux derniers examens nationaux. Et pour renverser la tendance, ils ont leur petit secret. Arrivé à l'école, je dois apprendre mes leçons, je dois réciter mes leçons au maître ou bien au directeur. Je dois travailler pour être le premier avant d'aller au CP. Quand je vais à la maison, je prends mon cahier et pour réciter les leçons qu'on a faites dans la journée. Je dois apprendre mes cours, faire mes exercices, avoir tous mes documents à ma disposition, travailler, ne pas bavarder en classe, ne pas rater les cours et suivre les conseils des professeurs. Il faut que je me donne au travail, avoir tous les documents à ma disposition et suivre bien en salle et puis écouter bien ce que le prof dit pour pouvoir passer à mon examen. Promesse de réussite donc de la part des élèves et écoliers. Du côté des enseignants, les dispositions sont prises pour les y accompagner. Les dispositions que nous prenons, vous avez vu ici à Bégamé, très tôt, le premier jour de la rentrée, nous on a commencé les cours. Les cours sont commencés les premiers jours de la rentrée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le temps d'apprentissage qu'il ne faut pas charcuter. J'ai fait un retour au secondaire. Cette rentrée, j'ai pris quelques classes de terminale A, B, pour enseigner le français. C'est déjà le premier pas que j'ai fait. Pour ces enseignants, certains parents d'élèves sont en partie responsables de l'échec de leurs enfants. Mais ils interpellent les autorités quant au système éducatif. Quant aux parents, si les enfants échouent aujourd'hui, c'est un peu leur faute, chacun de sa part. Si déjà à la maison, l'enfant ne sait pas qu'il faut se réveiller assez tôt, faire son lit, faire la vaisselle, faire la lessive soi-même, balayer sa chambre, je pense que le bien faire à la maison amène à bien faire à l'école. Donc les travaux domestiques, ne plus les confier aux bonnes, aux boys. Retournons à la révision du système éducatif. Les programmes doivent être révisés. Les manuels doivent être revus. Chaque acteur à son niveau doit travailler. Et je vous assure, monsieur le journaliste, ce n'est pas pour demain, il y a du travail. Mais commençons quand même. Que tous les acteurs fassent un focus sur l'apprenant et que l'apprenant, de manière à ce que l'apprenant puisse élever son niveau de conscience. Parce que vous savez, par exemple, le rapport aux nouvelles technologies et aux réseaux sociaux n'est pas le même d'hier à aujourd'hui. Et donc c'est déjà ça un premier défi en termes de niveau d'exposition et de déconcentration des apprenants aujourd'hui. Avec la volonté affichée des apprenants, soutenus par leurs parents et l'engagement des enseignants, on peut déjà espérer que les fruits tiendront en fin d'année, la promesse des fleurs. Les recettes de la douane béninoise connaissent une baisse depuis peu et nous en parlons encore. Pour le seul cas du port autonome de Cotonou, les recettes sont passées de 1,5 milliard à 400 millions de francs CFA, chiffre de la Direction générale de la douane. C'est une baisse de 26,66%. Pourquoi cette chute? Quelles mesures pour résorber le problème? Élément de réponse dans ce reportage. La douane béninoise, sur le plan fiscal, contribue pour près de 50% à la mobilisation des ressources budgétaires nécessaires à la réalisation de la politique du gouvernement. Mais depuis quelque temps, ces recettes subissent une baisse drastique, en témoignent les chiffres de la recette des douanes de Cotonou-Port. La journée, c'est 1 milliard et quelques. Mais aujourd'hui, nous faisons 400 millions. Pour le colonel Pierre Clavet-Tossou, directeur général de la douane, les causes de cette baisse ne sont pas exclusivement douanières. Il distingue ici deux grandes causes. Au nombre des causes exogènes, il y a le Nigeria qui a ouvert un certain nombre de ses ports.
et commence par accepter les produits qui anciennement étaient interdits d'importation et qui étaient dédouanés par nous et qui rentraient dans le Nigeria d'une certaine manière. Aujourd'hui, le Nigeria a ouvert ses portes et a libéralisé l'importation de certains produits. Au nombre des causes endogènes, c'est simple. L'invasion des produits étrangers qui sont entrés chez nous par la contrebande. Aujourd'hui, notre territoire, notre marché a été également envahi par les produits de la cimenterie qui coûtent 44 ou 50 000 la tonne contre 68, 69 ou 70, 71 000 la tonne des produits locaux. La société, la Sobebra, nous donnait à l'époque 1 milliard en recettes par mois. Aujourd'hui, elle est à 300 millions. Quant à Mama Taïrou, outre ces aspects, on note également la dévaluation du Naira. Même si les produits n'ont pas augmenté de prix à Cotonou, du fait que le Naira a baissé au Nigeria, naturellement, il faut plus de Naira pour acheter la même chose au même coût à Cotonou. J'allais dire au Bénin en général. Alors, comme les revenus n'ont pas aussi suivi en augmentation au niveau du Nigeria, naturellement, il y a mes ventes. Les Béninois ne peuvent pas vendre. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous dire, nos clients ont toutes leurs marchandises sous les bras. Les magasins sont totalement remplis. Les marchandises ne sortent pas. Ou quand elles sortent même, on sent qu'elles sortent à perte. Pour résorber cette baisse, certaines mesures sont déjà en cours, mais il faudra aussi un changement de comportement. Il faut aussi qu'aujourd'hui, nous prenions dans un bref délai des tests pour la mise en application de notre nouveau code. Nous y sommes déjà. Eh bien, nous avons pu identifier également la création ou la transformation de certains postes de douane en recettes douanières. Eh bien, bientôt, nous irons à la valeur transactionnelle. Ce sera désormais le juste prix qui sera payé et qui sera uniformisé sur le territoire. Lorsque le Béninois comprendra qu'il faut accompagner les efforts que nous faisons en ne nous détruisant pas. Lorsque le Béninois comprendra qu'il faut arrêter de privilégier la contrebande à un dédouanement normal, nous allons faire des recettes. Si nous pouvons faire quelques efforts de réduction de nos coûts du passage portuaire, c'est-à-dire les frais de port, les frais de manutention, les droits de douane, si nous pouvons faire quelques efforts là-dessus, ce serait tant mieux. Révision de la politique d'exonération fiscale, transformation des parcs de vente de véhicules en magasins et aires de dédouanement, ce sont d'autres chantiers évoqués par le directeur général de la douane. Mais au-delà de tout, le Bénin doit désormais produire pour survivre. À l'étranger, le président Alassane Dramane Ouattara a présenté le 5 octobre dernier devant les députés le projet de nouvelle constitution. Après cet acte, le président ivoirien a mis en place un groupe d'experts pour étudier les différents articles contenus dans la nouvelle constitution. Ils ont, à travers un point de presse, abordé les points forts de cette constitution. Le président du groupe des experts et le ministre de la Justice ont donné des explications sur le projet pendant que l'opposition qualifie la nouvelle constitution comme étant antidémocratique. Suivons ici un extrait. Lorsque vous avez la nationalité ivoirienne, vous êtes ivoirien. Oui, ils sont ivoiriens. Je le dis parce que quand il y a eu les histoires d'ivoirité, il y a des gens qui ont dit que mais celui-là, c'est hier même il est venu de la Guinée. Il dit qu'il est ivoirien. On dit non, le monsieur là il est ivoirien. Il dit mais attends, moi je l'ai vu venir de la Guinée. Et selon la constitution donc, si vous êtes né, vous devez être né ivoirien de naissance, c'est que vos parents, au moins un de vos parents, doit avoir la nationalité ivoirienne préalablement. Et comme on exige qu'un des parents soit ivoirien d'origine, c'est que vos grands-parents, l'un de vos grands-parents doit être ivoirien. Il peut être naturalisé, il peut être ivoirien de tous les jours. Évitons dans nos constitutions tout ce qui est à même de nous conduire à l'abîme. Le président a une phrase qui est toute simple. Il faut éviter l'exclusion. Moi, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille dans le sens de rapprocher les Ivoiriens, qu'on se reconnaisse tous dans cette constitution, plutôt que de chercher à mettre des articles qu'on pourrait utiliser pour empêcher. On a fait trop de juridisme
pour empêcher les autres. Et en définitive, qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Je vous l'annonçais en titre, la chancelière allemande est en visite sur le continent. Angela Merkel a insisté dimanche à Bamako sur la nécessité de combiner soutien militaire et aide au développement lors de la première visite d'un chef de gouvernement allemand au Mali, première étape d'une tournée africaine axée sur la crise migratoire. Merkel, dont le pays participe à la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, et dirige la mission européenne de formation de l'armée malienne, se rendra ensuite au Niger, où l'Allemagne veut construire une base de soutien à la MINUSMA, et en Éthiopie, où elle sera notamment reçue au siège de l'Union africaine. Il est important pour nous d'établir une cohérence entre notre coopération en matière de développement et notre soutien militaire, a-t-elle déclaré lors d'un point de presse avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Voici un extrait des propos des deux personnalités. Il faut dire qu'il y a un nombre limité de réfugiés maliens qui arrivent en Allemagne. Pour la France, c'est un peu différent. Mais il s'agit plutôt du Mali en tant que pays de transit pour les passeurs, pour les trafiquants de drogue, pour les passeurs d'êtres humains. Donc nous avons un intérêt particulier à stabiliser ce pays et c'est une situation complètement différente de la situation en Turquie. Un partenariat en termes d'immigration, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie assumer la responsabilité, notre responsabilité vis-à-vis d'une situation particulière. Le président nous l'a dit, pour le Mali, il s'agit de créer une stabilité, créer la paix, protéger les frontières, combattre le trafic de drogue qui est une ressource pour ces extrémistes et mettre en œuvre les accords de paix. Ainsi, nous parviendrons à aider ce pays. Fundamentalistischen Kräfte hier unterbunden wird. Ce sont des hommes et des femmes souvent poussés par les difficultés de l'aujourd'hui, du contexte de crise, mais également aussi du fait des changements climatiques. Il ne faut jamais l'oublier aussi, qui pensent pouvoir trouver meilleur sort ailleurs. Et dans des conditions dont certains profitent, de manière absolument ignominieuse. Profite de la misère de ces hommes et de ces femmes-là en leur proposant des passages dans des conditions qui s'avèrent toujours plus périlleuses que jamais, qui font qu'aujourd'hui la Méditerranée est devenue un cimetière à ciel ouvert pour nos parents. Allons en Haïti où une semaine après avoir été frappé par l'ouragan, Haïti est confronté à une autre menace potentielle catastrophique, le choléra, qui pourrait alourdir grandement le bilan des victimes. Reportage. À Port-Salut, une ville qui a été dévastée dans la péninsule méridionale la plus touchée, les craintes sont vives. Son unique hôpital a enregistré dimanche son premier cas dû au choléra, un homme d'âge non précisé. 9 autres patients y sont actuellement soignés pour cette même maladie qui se transmet par l'eau contaminée. De quoi inquiéter alors que des régions entières en Haïti restent toujours isolées, près d'une semaine après l'arrivée de l'ouragan qui a fait plusieurs centaines de morts dans le pays le plus pauvre de la Caraïbe. Pas de nourriture, pas de logement, pas de l'eau. La situation est vraiment drôle et difficile. Ils nous demandent de faire solidarité entre nous, ce que nous pouvons. Depuis octobre 2010, le choléra a fait près de 10 000 morts en Haïti et avec toujours plus de 500 cas chaque semaine, le pays fait face à la pire épidémie de l'histoire récente à l'échelle mondiale. Selon des experts, le choléra a été introduit en Haïti par des casques bleus népalais de la MINUSTA, la mission locale des Nations Unies, censée stabiliser cette nation. C'est ici que prend fin cette édition réalisée par Moïse Patinvo. Chimène Claudia Dossou était à la prise de son. Et bien sûr, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes. Ne ratez surtout pas Matin d'Éden, demain, 7h. Bonsoir.